C'est la seconde fois que j'aborde la responsabilité sociétale des entreprises ou RSE dans le podcast Oser, après un épisode avec l'ancienne directrice du développement durable de Maisons du Monde dans la saison 2. À l'époque, j'étais sceptique sur le sujet et je cherchais à mieux le comprendre. 2 années ont passé et je suis aujourd'hui convaincu que la RSE n'est pas le bon levier pour transformer les entreprises vers des modèles plus vertueux. Mais au-delà de mes convictions personnelles, que disent les experts du sujet ? Faut-il vraiment jeter le bébé avec l'eau du bain ? Pourquoi la RSE n'est-elle pas le bon levier et que faire à la place ? Pour y voir plus clair, j'ai voulu interroger les 2 enseignants-chercheurs, Marie-Anne Verdier et Guillaume Carbou, qui ont coécrit le chapitre sur la RSE dans le livre Greenwashing, manuel pour dépolluer le débat public. Bonjour et bienvenue. Je suis Jean-Philippe Descas et vous écoutez Oser. Oser est un podcast pour mieux comprendre les enjeux de notre monde face à l'urgence sociale et écologique. C'est aussi une source d'inspiration grâce au parcours de personnes qui nous ressemblent et qui ont décidé de mettre du sens dans leur vie en passant à l'action. Enfin, c'est une ode à l'engagement individuel et collectif pour tenter de rendre le monde un peu meilleur. Si vous appréciez ce podcast, j'ai besoin de votre soutien pour le faire rayonner. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou autre. Cela m'aide beaucoup à gagner en visibilité. N'hésitez pas non plus à partager les épisodes que vous avez aimés autour de vous et sur les réseaux. Merci à vous. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour Marianne, bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Oser. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui, d'être avec vous pour aborder le thème de la RSE, et notamment le thème de la RSE sous l'angle du greenwashing, puisque c'est un chapitre que vous avez coécrit tous les deux dans le livre éponyme qui est sorti il y a quelques mois maintenant. Avant de rentrer dans le dur du sujet et de discuter donc de RSE, peut-être que vous pourriez vous présenter tous les deux, nous dire un petit peu qui vous êtes, sur quoi vous travaillez et en quoi consistent vos recherches. Donc je me lance, donc je m'appelle Guillaume Carbou, moi je suis maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'université de Bordeaux et donc mes travaux en général ils portent sur la circulation des débats et des discussions autour des questions écologiques dans l'espace public. Et je fais partie à Toulouse de l'ATECOPOL, donc de l'atelier d'écologie politique de Toulouse, qui est un groupement de scientifiques. Il y a un peu plus environ 200 scientifiques de toutes les disciplines, toutes les universités et écoles d'ingénieurs toulousains qui essayent de travailler ensemble de manière interdisciplinaire aux questions écologiques et surtout à essayer d'amener dans l'espace public les questionnements universitaires sur les enjeux écologiques. Et c'est un des foyers de l'ouvrage qui s'appelle Greenwashing, manuel pour dépolluer le débat public, dans lequel on a ce chapitre sur la RSE, où on a essayé de faire travailler différents spécialistes, différents domaines, pour essayer de voir ce qui, dans des potentielles bonnes idées pour la transition écologique, pouvait receler des fausses pistes, des choses trappes diverses et variées. Donc on parle de neutralité carbone, de compensation écologique, de mobilité propre et donc de RSE. Donc bonjour, moi je suis Marie-Anne Verdier, maîtresse de conférences en sciences de gestion à l'université Paul Sabatier. Donc moi je suis spécialisée dans les questions de comptabilité sociale et environnementale, notamment comment la comptabilité renforce les rapports de domination dans les entreprises et dans la société aujourd'hui. Et plus récemment, je m'intéresse également à toutes les transitions écologiques et sociales sur le plan organisationnel. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai pas mal de travaux qui traitent de RSE et donc avec Guillaume on a écrit ce chapitre un petit peu pour nourrir la question organisationnelle en termes de greenwashing dans la société. Merci à tous les deux. Alors, c'est pas la première fois qu'on évoque le livre Greenwashing sur Oser, puisque j'ai reçu Célia Izoard il y a quelques mois maintenant pour discuter de la voiture électrique, notamment. Mais c'est un livre qui est très très riche, que je recommande vraiment à tout le monde. Les chapitres sont assez courts, mais très denses et ils expliquent très très bien ces différentes notions.
Je vous propose qu'on rentre un petit peu plus maintenant dans le sujet de la RSE et que, déjà peut-être une première question, en quoi pour vous c'était intéressant d'aborder ce thème sous l'angle du greenwashing ? Alors, si je parle en tant que coordinateur de l'ouvrage, pour dire un petit peu la cuisine interne, comment on a choisi les chapitres et les entrées, on a choisi de mettre l'entrée RSE tout simplement parce que ça nous paraissait assez incontournable, dans la mesure où, du point de vue du monde de l'entreprise, la RSE, c'est un des axes majeurs d'investissement des espoirs dans tout ce qui relève de la transition écologique. Pour les gens qui considèrent que les entreprises ont un rôle à jouer majeur dans la transition écologique, la question de la responsabilité sociétale des entreprises, donc cette fameuse RSE, c'est toujours une idée qui vient en premier à l'esprit. Donc il nous semblait tout naturel d'aller voir un petit peu en détail, en tout cas d'essayer de porter un regard critique sur le sujet pour essayer de voir à la fois quels étaient les intérêts, les limites des pratiques qui pouvaient être couvertes sous le terme de RSE. Ce qu'on peut rajouter, c'est donc pourquoi faire le lien entre RSE et greenwashing. C'est qu'aujourd'hui, même si bien sûr la RSE ne se résume pas du greenwashing, ce serait complètement faux de dire ça, parce que ça reste quand même un espoir dans les entreprises. Pour autant, aujourd'hui, dans la majorité des entreprises, les actions qui sont mises en place ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux auxquels il faudrait répondre, notamment pour respecter les accords de Paris. Donc dans ce cadre-là, oui, les entreprises font certaines choses, mais vraiment pas suffisamment. Et donc, petit à petit, ça s'apparente davantage à du greenwashing, à faire croire qu'on agit, alors qu'on n'agit pas suffisamment pour répondre notamment aux accords de Paris. Peut-être qu'on pourrait commencer aussi par définir ce que ça veut dire, RSE, d'où vient ce terme, Marianne Ouais, la RSE, donc c'est la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises. Donc c'est l'idée, en tout cas dans la définition officielle, que c'est l'intégration volontaire donc par les entreprises des préoccupations sociales et environnementales. Donc mettre en place une stratégie à RSE dans les entreprises, c'est aller au-delà des obligations légales pour répondre à des enjeux sociaux et environnementaux qui sont souvent propres au contexte de l'entreprise. La RSE, on en parle depuis longtemps puisque la première fois que c'est apparu, c'est dans les années 1950, dans des écrits de Bowen notamment, économiste américain. Mais réellement, on en parle depuis, on va dire depuis les années 90, puisque ça a été finalement une déclinaison au niveau de l'entreprise des objectifs de développement durable, là dont on parle au niveau économique depuis les années 70. Donc on va dire que vraiment on parle de RSE dans les entreprises depuis les années 90. Et ça prend de plus en plus d'ampleur, puisqu'aujourd'hui il y a des pôles RSE dans les entreprises, ce qui, il y a quelques années, ça n'existait pas. Et pour ajouter peut-être un petit élément de contexte macroéconomique aussi dans le développement de la RSE, c'est la responsabilité des entreprises. Donc ça naît aussi dans un contexte de développement de l'idéologie néolibérale où l'entreprise est un acteur à part entière qui a sa propre agentivité et qu'il est important par ailleurs de laisser partiellement libre pour le bien-être économique général. Donc c'est aussi une façon pour le milieu de l'entreprise de répondre à des préoccupations environnementales ou sociales sans être régulé de l'extérieur par les États par exemple, mais en intégrant dans leur fonctionnement individuel ces préoccupations-là. Donc il y a aussi, c'est aussi une façon de répondre à des préoccupations dans une certaine idéologie, en tout cas dans une certaine vision de la régulation économique, à savoir plutôt le néolibéralisme. D'accord, donc si je comprends bien, en fait, ça voudrait dire que pour éviter une certaine régulation des États qui aurait pu arriver par rapport aux problématiques écologiques et sociales, et notamment écologiques qui se sont fait de plus en plus évidentes depuis peut-être les années 1970. On pense beaucoup souvent au rapport Meadows comme étant un événement assez marquant, puisqu'il a été beaucoup lu. Meadows a été reçu par énormément de chefs d'État, de capitaines d'industrie, comme on dit, mais que finalement, il ne s'est pas passé grand-chose, et que du coup, les entreprises ont dit, non, on va prendre ça en fait à bras-le-corps, c'est nous qui allons en occuper, pas besoin de nous réguler, on va s'auto-réguler.
Oui, c'est une réponse assez classique des entreprises dans leur lobbying anti-régulation qui consiste à dire qu'il va y avoir une autorégulation du secteur, soit par la fondation de groupes, de corporations de secteur, soit par les promesses, donc là, en l'occurrence dans la RSE, donc les promesses d'engagement volontaire. C'est des stratégies qui relèvent effectivement ou qui peuvent relever en tout cas de la mise à distance de la régulation. Oui, on parle de soft law par opposition à la hard law, dans la hard law, la règle qui va s'appliquer, qui va s'imposer aux entreprises. Et la majorité de toutes les règles RSE relèvent de la soft law, c'est-à-dire des éléments qui peuvent être mis en place par les entreprises, mais qui ne s'imposent pas à elles, même si maintenant ça tend à changer, enfin la réglementation tend à changer sur ces aspects-là. Alors on va revenir un petit peu sur l'aspect réglementaire pour comprendre un petit peu quelles sont un petit peu les contraintes ou les obligations légales autour de la RSE. Qu'est-ce qui est demandé aux entreprises? Qu'est-ce qui est l'ordre du volontaire? En quoi ça consiste réellement en fait ces différents changements qu'on met en place par rapport à des objectifs sociaux ou environnementaux? Mais avant, j'ai peut-être une question un peu, si je me fais entre guillemets l'avocat du diable, c'est dire en quoi en fait ça pose problème ou en quoi ce serait mal de laisser les entreprises s'autoréguler. Moi, je trouve ça plutôt bien. Ça leur donne une certaine liberté d'action. Ça paraît assez honnête comme deal. Ça peut être bien et ça aurait pu être bien, mais manifestement, on voit qu'aujourd'hui, les entreprises n'ont pas suffisamment fait d'efforts sur le plan social et environnemental, puisque les émissions de gaz à effet de serre n'ont jamais été aussi nombreuses. On sait que les entreprises ont une lourde responsabilité sur ces émissions. Sur le plan des conditions de travail, que ce soit en France, mais surtout dans le reste du monde, les problèmes sont toujours aussi nombreux à être soulevés, les atteintes aux droits humains, etc. Donc oui, les entreprises auraient pu s'autoréguler, mais manifestement, ça ne marche pas puisque sur le plan social et environnemental, on connaît toujours plus de problèmes. Et par rapport à l'idée d'autorégulation, il faut quand même remettre du contexte dans tout ça. C'est-à-dire qu'on ne peut s'autoréguler que dans la mesure où on a une certaine marge de manœuvre. Et cette marge de manœuvre, elle est évidemment contrainte dans le monde tel qu'il va par tout un ensemble de choses, par des infrastructures, par des modèles économiques. Et typiquement, si on prend la question du modèle économique, lorsque vous êtes dans une économie de compétitivité, de concurrence mondialisée, avec un marché extrêmement tendu, vous n'avez la marge de manœuvre pour intégrer des préoccupations environnementales ou sociales que celles que vous laisse le marché. Si d'aventure vous intégrez des pratiques écologiques et sociales qui sont extrêmement louables, mais qui vous font perdre pied par rapport à la concurrence, vous avez toutes les chances, tout simplement, de vous faire absorber par vos concurrents qui seraient beaucoup moins regardants sur les enjeux économiques, environnementaux et sociaux. Donc, je pense que lorsqu'on parle autorégulation du secteur, faut d'abord se poser la question, qu'est-ce que l'environnement macroéconomique permet de faire réellement en l'absence de régulation? C'est comme pour les individus. Lorsqu'on dit les individus doivent s'engager dans dans l'éco-citoyenneté, dans l'éco-responsabilité, la question qu'il faut poser d'abord, c'est qu'est-ce que le monde dans lequel ils vivent leur permet de faire? Si vous habitez à la campagne, évidemment, vous êtes pieds et poings liés à l'usage de la voiture. Donc là, il y a une question d'infrastructure qui surdétermine votre marge d'action. Pour les entreprises, c'est exactement la même chose. Il y a des infrastructures et des modèles économiques qui surdéterminent la marge d'action. Aujourd'hui, sur le marché tel qu'il existe pour des grandes entreprises, malheureusement, la marge d'action écologique ou sociale, elle est extrêmement, extrêmement faible. Oui, là, ça rejoint un petit peu, j'imagine, ton travail, Marianne, puisque, en fait, les entreprises, alors dis-moi si je me trompe, mais n'ont pour objectif, en fait, dans leurs indicateurs, dans la manière dont elles comptent, dans leur fonctionnement interne, que des objectifs qui sont économiques, en fait, d'ordre de valeur économique, et que les objectifs sociaux, environnementaux sont là un peu comme des choses bonus, mais qui ne font pas vraiment partie en fait du grand jeu économique dans lequel s'intègrent ces entreprises. C'est bien ça? Alors oui, en tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la réglementation impose de plus en plus les entreprises à diffuser des informations sociales et environnementales, donc tout un tas d'indicateurs sociaux et environnementaux que les entreprises sont obligées maintenant de diffuser, et il va y avoir de plus en plus de contraintes sur ces éléments-là. Pour autant, les objectifs économiques et financiers restent la priorité et les objectifs sociaux et environnementaux restent secondaires. Donc dans ce cadre-là, les entreprises
essayent d'atteindre des objectifs sociaux et environnementaux pour la majorité lorsqu'ils sont compatibles avec des objectifs économiques et financiers. Et en réalité, c'est pas souvent le cas. Donc c'est pour ça qu'il y a une tension ici entre la poursuite d'objectifs économiques et financiers et de l'autre côté, le respect d'un certain nombre de droits fondamentaux ou des contraintes liées aux émissions de gaz à effet de serre. Alors je voudrais qu'on revienne un petit peu là-dessus justement, mais peut-être juste après que tu nous aies expliqué quelles sont les règles en fait ou les obligations légales RSE. En quoi ça consiste en France aujourd'hui, en février 2023, une entreprise, peut-être en fonction de sa taille, quelles sont ses obligations, c'est quoi en fait ces actions RSE concrètement? Alors, aujourd'hui, la réglementation impose aux entreprises de diffuser de l'information. On est vraiment sur de la diffusion, pas forcément sur de l'action à proprement parler, mais c'est majoritairement diffuser un certain nombre d'indicateurs sociaux, social, environnemental et en matière de gouvernance aussi. Donc ça, c'est un premier point. Il y a une réglementation qui va rentrer en vigueur en 2024 qui va renforcer ces obligations d'information et notamment qui indique quel type d'information diffuser pour éviter que les entreprises s'accommodent finalement avec les informations sociales et environnementales qu'elles pourraient être tentées de diffuser. Il y a ce premier point. Ensuite, il y a une loi qui a été importante avec la loi sur le devoir de vigilance qui impose aux entreprises aussi de faire un plan de vigilance, donc de répertorier les risques qui sont inhérents à l'activité de l'entreprise et donc des risques sur le plan de l'atteinte des droits humains ou sur le plan environnemental. Donc il y a une cartographie des risques et donc un plan de vigilance qui doit être mis en place par les entreprises lorsque des risques sont identifiés. Et ça, c'est aussi une vraie nouvelle obligation pour les entreprises, puisque là où c'est important d'avoir ce type de réglementation, c'est que lorsque les entreprises ne respectent pas ces réglementations, ça donne un pouvoir, notamment aux ONG, de pouvoir faire un procès, faire un procès ou porter plainte contre ces entreprises-là. C'est le cas d'ailleurs de Danone là où certaines ONG ont considéré que Danone n'avait pas établi un plan des risques, un plan de vigilance suffisamment important concernant la déplastification d'un certain nombre de produits. Et donc, ça donne des droits aux ONG. Et c'est pour ça que cette réglementation est importante. Et du coup, ça me permet de faire un peu le parallèle avec ce que tu disais précédemment, et notamment sur le fait que dans la pensée commune ou dans l'idéologie partagée, en fait, la RSE, c'est faire que les objectifs économiques s'accordent avec les objectifs sociaux et environnementaux. Mais est-ce que ça, en fait, c'est possible ? Est-ce que c'est pas finalement une espèce de leurre vers lequel on essaie d'aller, d'essayer de faire rentrer, j'aime bien dire, des carrés dans des cercles, en fait, et qu'en fait, il faudrait revenir peut-être beaucoup plus en profondeur sur la définition même de la valeur et revoir, en fait, les objectifs économiques. Oui, ça c'est un des points, notamment toute la recherche critique en sciences de gestion s'intéresse à ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment afficher des profits sans exploiter la nature ou sans exploiter des êtres humains ? A priori, comptablement, c'est quand même difficile, puisque faire des profits, donc atteindre des objectifs économiques et donc des objectifs financiers, par définition, ça repose sur un système d'exploitation. Donc effectivement, on peut se dire qu'il peut y avoir des alignements à certains niveaux entre les objectifs économiques, sociaux et environnementaux, parce qu'il y a des associations, il y a des organismes qui ont une mission sociale. Et pour autant, avoir une mission sociale ne veut pas dire ne pas gagner de l'argent. Il n'y a pas une incompatibilité entre gagner de l'argent et avoir une mission sociale ou environnementale. Par contre, gagner de l'argent avec des profits tels qu'ils sont annoncés aujourd'hui, notamment dans les grandes entreprises, et gagner de l'argent que pour les actionnaires, ça, c'est complètement incompatible avec des objectifs sociaux et environnementaux. Là, on a un vrai problème de système économique.
Et ce que tu abordes, c'est un petit peu en quelque sorte le péché originel là, de la définition du développement durable, fondé sur les 3 piliers, l'économique, le social et l'environnemental, comme si on pouvait séparer ces trois axes-là, alors que ça n'a pas de sens en fait de séparer ces 3 axes-là. Et surtout, ça mène à une certaine vision de l'économique, comme si protéger l'économie, ce serait protéger toutes les activités telles qu'elles existent aujourd'hui. Or, il y a évidemment certaines activités qui ne sont pas compatibles avec le maintien d'une planète habitable. C'est évident, il y a des secteurs aujourd'hui économiques qui sont florissants et qui sont incompatibles avec la poursuite de la vie sur Terre. Et en fait, quelque part, le cœur de la RSE, ou en tout cas là où va achoper la RSE très fortement, c'est quand vous êtes dans des secteurs qui devraient en fait se transformer, voire s'arrêter, se rediriger. Évidemment, il n'y a pas de place sur une planète habitable pour construire toujours tenter plus de Hummer, si vous voulez, où il n'y a sans doute pas de place non plus pour augmenter le trafic aérien. Donc le secteur de l'aéronautique, il devrait, sa RSE, sa responsabilité sociétale, ce serait non pas de s'arrêter complètement, mais en tout cas d'avoir des prévisions de décroissance. Et là, est-ce qu'on est compatible ici, est-ce qu'il y a de la compatibilité entre l'économique, le social ou l'écologique? Là, je crois que la question ne se pose pas comme ça. La question, elle se pose de savoir qu'est-ce qu'on peut maintenir comme type d'activité économique dans un monde qui respecte l'accord de Paris, par exemple, et à partir de là, on peut discuter de savoir comment on fait de la rentabilité. Mais le problème aujourd'hui qu'on a, c'est un problème physico-politique. C'est-à-dire qu'on a des limites planétaires qui sont en termes matériels, en termes de ressources, en termes évidemment de CO2 et de gaz à effet de serre divers et variés qu'on peut envoyer dans l'atmosphère. Et la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire comme activité, économique ou pas économique, on appelle ça comme on veut, qui rentre dans ces limites planétaires. Voilà, donc je pense qu'il y a une nécessité de reposer les questions autrement qu'avec le vieux prisme effectivement du développement durable, économie, écologie. Voilà. Et ça, on a commencé à l'aborder. Il y a des gens qui se penchent sur ces questions de quels secteurs sont compatibles, pas compatibles. Comment est-ce qu'on prend ces décisions? Parce que c'est très difficile. À la fois, je pense, quand on travaille dans une entreprise, quand on est dirigeant d'une entreprise, ou même quand on est simplement salarié, quand on est un citoyen lambda, de se dire, face, par exemple, à une communication RSE ou une communication de lambda d'une entreprise, ah oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est possible, ça c'est pas possible. C'est quoi les secteurs, en fait, auxquels il faut renoncer, entre guillemets ? Dans l'introduction de l'ouvrage Greenwashing, on essaye d'identifier les grands mécanismes qui produisent dans tous les domaines ce qu'on a appelé du greenwashing. Et l'un des mécanismes extrêmement producteurs de greenwashing, c'est ce qu'on a appelé la pensée en silo, c'est-à-dire le fait de ne regarder les problématiques que par domaine et non pas de manière systémique. De fait, si par exemple, je vais prendre l'exemple de l'industrie pétrogazière, par exemple, Total. Si Total regarde en silo son activité, évidemment, il n'y a pas d'alternative. Il y a une demande en pétrole et donc, du coup, en tant qu'entreprise, Total fournit cette demande. Le problème, c'est qu'on a besoin d'une société qui sort de sa dépendance à cette demande en pétrole. Donc on a besoin de penser de manière beaucoup plus systémique que simplement de la lorgnette de Total qui est le fournisseur de drogue. On a besoin de sevrer toute la société, donc de mettre tous les acteurs ensemble autour de la table et de dire comment on repense aux infrastructures de logistique pour les transports de matières essentielles, comment on repense nos infrastructures de mobilité quotidienne, comment on repense nos besoins en produits pétroliers pour l'agriculture. Bon, voilà. Donc, il n'y a pas de réponse toute faite à cette question-là. Par contre, ce qui semble absolument indispensable, c'est de mettre ces questions sur le devant de la table, sur le devant du débat, du moins, et de sortir la transition écologique des silos dans lesquels elle est enfermée. Donc, Renault ne fera pas tout seul la transition écologique. Total ne fera pas tout seul la transition écologique. L'État ne fera pas tout seul la transition écologique. Par contre, on a besoin de réfléchir tous ensemble sur qu'est-ce qu'on peut se permettre. Qu'est-ce qu'on peut se permettre à budget énergétique, non pas constant, mais décroissant. Et pourtant, on n'a jamais émis plus de gaz à effet de serre que l'année dernière au niveau mondial. On n'a jamais exterminé plus la vie sur Terre que l'année dernière.
on n'a pas l'impression que l'organisation de la RSE, même que j'allais dire les réunions extra-nationales, type COP, etc., font avancer le schmilblick. Comment expliquer en fait cet échec de la RSE depuis 70 ans ? Est-ce qu'il n'y a pas une manière est-ce qu'il ne faudrait pas réorganiser la RSE ? Comment est-ce qu'on pourrait repenser en fait l'intégration d'objectifs sociaux et environnementaux au sein des entreprises ? Le problème aujourd'hui, c'est que les entreprises, parce que il faut faire aussi la distinction entre les grandes entreprises qui, elles, ont le pouvoir de changer les choses, et tout ce qui est TPE, PME, ou à l'intérieur de ces entreprises, il y a beaucoup de gens qui ont envie de participer à la transformation de l'économie de manière globale, mais qui sont un petit peu pieds et poings liés, ils ne savent pas comment s'y prendre. Enfin, il y a plein de freins qui existent. Et qui encourage finalement cet immobilisme-là de l'intégralité des acteurs. Mais si on part au niveau des grandes entreprises, c'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment changer ? Est-ce que les entreprises peuvent changer sans changer le modèle économique global dans lequel elles sont insérées ? C'est un petit peu compliqué, et surtout que on est aussi à l'échelle mondiale, c'est pas que à l'échelle qu'au niveau français. Donc poser la transformation des entreprises, c'est poser les transformations du modèle économique. Et après, il ne faut pas excuser tout aux entreprises, puisqu'aujourd'hui, les grandes entreprises, majoritairement, font du lobbying pour pas qu'il y ait des réglementations plus contraignantes sur le plan social et environnemental. Donc aujourd'hui, les acteurs qui ont le pouvoir de faire changer les choses ne le font pas et a priori ne souhaitent pas le faire. Il faut être clair là-dessus. Mais ça ne concerne pas toutes les entreprises, majoritairement les grandes. On revient à la question qu'on abordait au début. La RSE, les entreprises n'ont le pouvoir que leur donne le système dans lequel elles se trouvent. Et on parle de la dégradation continue des indicateurs de santé du système Terre. Il y a une trajectoire socio-historique qui est faite de tout un ensemble de structures, donc structures économiques, mais les enjeux géopolitiques aussi, les enjeux de puissance des États, aussi des dépendances au sentier technologique, sur la manière dont s'est construite notre infrastructure matérielle, notamment en termes de logistique, de transport de biens sur toute la planète. Tout ça fait qu'effectivement, il y a une inertie globale d'un système qui est destructeur. Et on a les entreprises qui sont coincées dedans. Certaines en étant plus victimes, d'autres en étant plus actrices et capitaines du bateau, par ailleurs. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, il y a vraiment des acteurs qui sont un petit peu piégés parce que presque trop faible, j'allais dire, par rapport au fonctionnement même du système, que ce soit la compétition globalisée, etc., et qui, par rapport aux règles comptables, notamment, ne sont pas en mesure d'opérer des changements, même dans la manière de fonctionner du système capitaliste tel qu'il existe aujourd'hui, par rapport au financement. J'avais discuté avec beaucoup d'entrepreneurs dans l'économie sociale et solidaire, par exemple, des gens qui créent des SCOP, des SKIC, etc., et qui me disaient, c'est très très difficile de trouver à se financer, puisque, étant donné qu'on n'a pas une rentabilité ou des potentiels de retour sur investissement à court terme fulgurants, les VC, donc les venture capitalistes, les fonds d'investissement, même certains investisseurs individuels privés, n'ont pas du tout envie de venir chez nous. Donc c'est en ça que je me disais, est-ce que la RSE telle qu'elle existe est vouée en fait à un échec, et est-ce que persister dans cette direction, c'est pas finalement mettre des œillères pour continuer à se manger le mur, et comment est-ce que au sein même des entreprises, l'organisation de la RSE, ce qui est souvent, en tout cas de ce que moi j'ai vu, une personne unique ou une petite équipe esselée qui n'est pas au COMEX, donc au comité de direction, qui n'a pas forcément le pouvoir de discussion avec les dirigeants, ceux qui prennent des décisions, qui ont la vraie gouvernance de l'entreprise. Comment est-ce qu'on pourrait repenser un peu ça ? Il y a deux choses. Aujourd'hui, il y a deux problèmes majeurs avec les responsables RSE dans les entreprises. Le premier, c'est qu'ils n'ont pas été formés. C'est-à-dire que des formations universitaires aujourd'hui sur les questions de RSE, autant il y a plein de formations en gestion,
historiquement, mais les formations en gestion intègrent peu les questions sociales et environnementales. Donc déjà, c'est des gens qui n'ont pas été formés universitairement aux questions sociales, aux problématiques de gouvernance, aux problématiques de droits humains, aux problématiques écologiques, etc. Donc c'est des gens qui ont une appétence pour ces questions-là, mais qui n'ont pas de connaissances ni de compétences pour traiter ces sujets-là. Donc ça, c'est un premier point, parce qu'après, bien sûr, elles vont vous dire qu'elles font des formations en interne, etc. Mais avoir une compétence sur le plan environnemental, social, c'est pas une formation de 6 mois, c'est bien plus que ça. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a le baromètre là, de la RSE qui est sorti il n'y a pas très longtemps pour l'année 2022. Et ce que disent les responsables RSE, c'est qu'ils n'ont pas les moyens financiers, c'est-à-dire qu'à l'intérieur des entreprises, ils n'ont pas de budget ou très peu de budget alloué aux questions de RSE. En fait, la RSE, même quand il y a un responsable RSE ou une responsable RSE dans les entreprises, ça reste quand même le petit poussé, ça reste le pôle qui repose sur une personne qui est très motivée mais qui n'a pas de budget, comme c'est souvent le cas d'ailleurs dans l'ESS où on duplique finalement ces modèles-là à l'intérieur des entreprises à travers le pôle RSE. Donc le fait qu'il n'y ait pas de budget, forcément ça limite les possibilités d'action. Et en plus, ça montre aussi le manque de reconnaissance en interne que peuvent avoir ces responsables RSE, comme elles le disent souvent. Et donc du coup, une impossibilité de parler à la direction ou de faire entendre certains choix à la direction qui seraient pourtant importants. Et est-ce qu'on voit des pratiques dont on pourrait s'inspirer au sein de certaines entreprises sur l'organisation de la RSE ou la prise en compte en fait de ces problématiques sociales et environnementales d'une manière différente que d'un point de vue j'allais dire de communication et d'écriture de rapports. Est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu innovantes ou est-ce qu'en fait on est quand même un peu désespéré par rapport à une situation globale qui n'a pas l'air de bouger? C'est compliqué à dire. En tout cas, moi, je suis plus spécialisée sur les grandes entreprises, donc je parle plus de celles-là d'ailleurs, et c'est dans ces entreprises-là qu'il y a des pôles RSE. Mais on voit une entreprise comme Danone qui a toujours été pionnière sur les questions sociales, notamment. Pour autant, qui est loin de faire bien les choses. Encore une fois, ils viennent d'être épinglés à cause d'un manque au niveau de leur plan de vigilance. Donc, ils font plein de choses. Danone est pionnier sur plein de sujets. Et pour autant, comme c'est une entreprise cotée, avec une logique économique, avec une logique financière, elle ne parvient pas à répondre aux enjeux sociétaux actuels, malgré tout. Donc, est-ce qu'il y aurait des exemples à suivre ? Je pense que c'est difficile à dire. Mais une chose qui semble importante, mais c'est un peu ma marotte là, mais c'est de mettre sur la table les questions qui fâchent, en fait. De mettre sur la table la question de la redirection de certaines activités, et donc ce que peuvent faire de bien les pôles RSE, et ça j'y crois sincèrement, et on le voit faire par ailleurs dans certaines PME, des gens qui ont vraiment la volonté de bien faire, qui se rendent compte que c'est extrêmement complexe, que leur entreprise a des impératifs économiques, donc elle ne peut pas se transformer du jour au lendemain, ni même peut-être tout court, mais qui au moins mettent sur la table ces questions-là, en se disant mais comment on pourrait essayer de faire pour ne plus s'approvisionner en matériaux qu'à 200 km à la ronde. Comment est-ce que je peux participer à structurer les filières de réemploi dans le bâtiment, par exemple, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux autour de la structuration des filières. Il y a des choses qui pourraient se faire infiniment mieux sur tout un ensemble d'aspects. Je pense notamment aux questions de réemploi de matériaux dans le bâtiment, mais il n'y a pas de filière structurée. Voilà. Donc, l'activité d'un pôle RSE bien senti peut être, avec d'autres pôles RSE ou d'autres secteurs d'activité, essayer de mettre en place les infrastructures qui permettent ensuite d'avoir des pratiques qui soient vertueuses. Donc à ce niveau-là, créer l'environnement propice à l'action vertueuse, c'est le genre de choses qui peuvent avoir quand même un certain avenir, en tout cas qui sont nécessaires. Du coup, si on creuse un petit peu peut-être des options ou des blocages en fait qui verrouillent et comment est-ce qu'on pourrait peut-être les faire éclater et voir vers quelle voie on pourrait naviguer.
Je prends la question de la gouvernance. Alors on a dit que dans la RSE, la question de la gouvernance, en tout cas en termes de communication ou d'inclusion de certaines parties prenantes, c'est quelque chose qu'on commence à penser ou intégrer. Est-ce que c'est suffisant et quel mode de gouvernance en fait devrait être le minimum nécessaire pour ouvrir la voie à une vraie intégration en fait, des enjeux sociaux et environnementaux? Alors sur le plan de la gouvernance, là encore dans les grandes entreprises aujourd'hui c'est un petit peu compliqué parce que dans les conseils d'administration, vous avez les grands dirigeants d'entreprises X ou Y, des administrateurs salariés, donc des salariés de l'entreprise qui siègent au conseil d'administration, donc 2 majoritairement dans les grandes entreprises. Mais clairement, pour plein de raisons que je ne développerai pas, aujourd'hui, c'est pas suffisant, notamment rien que pour intégrer de véritables aspects sociaux dans les questions qui sont traitées en termes de gouvernance, c'est pas suffisant. Une piste qui est intéressante aujourd'hui et qui sera pas suffisante, mais qui est intéressante, c'est d'intégrer les ONG, ou en tout cas d'intégrer des représentants ou des représentants de la nature au sein des conseils d'administration des entreprises. Il y a une entreprise en Angleterre qui vient de le faire, une entreprise de cosmétiques, je me rappelle plus le nom de cette entreprise, mais qui vient d'intégrer une ONG en tant que représentante de la nature dans son conseil d'administration. Et ça permettrait de faire entrer de nouvelles voix et surtout de nouveaux acteurs et surtout des acteurs indépendants parce que les salariés, c'est difficile de s'opposer à son patron en conseil d'administration, ce que pourrait faire beaucoup plus facilement une ONG. Donc c'est une piste. Après, c'est pas une piste révolutionnaire. Ça changera pas drastiquement les choses, mais ça serait une première avancée intéressante à porter. Si on poursuit un petit peu justement dans ce mouvement-là, tu le disais, intégrer les salariés au conseil d'administration, ça ne change pas grand-chose à partir du moment où en fait, il y a des rapports de force qui existent au sein de l'organisation qui font que automatiquement, on va s'auto-limiter parce que finalement, mon augmentation, ma promotion, elle va quand même dépendre de ces gens en face de qui je vais m'exprimer, puisqu'on reste dans des rapports hiérarchiques en fait, au sein de l'organisation. Du coup... petit pavé dans la mare, mais est-ce que c'est possible de penser en fait une gouvernance qui intègre différentes parties prenantes, même déjà au sein de l'organisation, sans abolir en fait le fonctionnement hiérarchique même de ces organisations? En tout cas, parmi les théoriciens de la gouvernance écologique, la plupart pensent que la participation la plus élargie possible est une des pistes nécessaires pour éviter, parce que en fait la logique hiérarchique c'est une logique croissantiste, c'est une logique de domination, c'est une logique qui pousse à l'accaparement par un petit groupe du pouvoir, la lutte entre ces groupes-là qui pousse du coup à une concurrence permanente et donc à des dégradations environnementales permanentes. Donc mettre de la participation, a priori, c'est un levier important pour avoir des organisations qui soient plus respectueuses de tout en général. Lorsque les décisions dans un conseil d'administration ne sont pas uniquement tournées vers verser plus de dividendes que l'année dernière aux actionnaires, mais seraient éventuellement contrôlées par les salariés, en fait, on pourrait s'apercevoir que ce que vont vouloir les salariés, c'est pas une augmentation permanente et continue du bénéfice, mais ça peut être tout un ensemble d'autres choses. Et on a plein d'expériences, d'exemples de fonctionnement participatif comme ceci, qui montrent que quand on met tout un ensemble de gens avec des intérêts divers pour décider, pour essayer d'appliquer une forme de contrôle social sur les activités productives, on s'aperçoit que les décisions qui seraient prises sont des décisions qui sont en général plus en ligne avec le respect des enjeux socio-environnementaux. Donc il y a vraiment un enjeu majeur là-dedans. Par contre, comme tu le dis, c'est remettre en cause la colonne vertébrale de l'entreprise capitaliste et ça résiste. C'est des intérêts, c'est de purs intérêts de pouvoir, de classe qui sont en jeu ici. Et c'est ce qu'on peut voir notamment avec le modèle des SIC, des sociétés coopératives à intérêt collectif, où il y a différentes parties prenantes qui sont autour de la table pour prendre les décisions.
Ça n'empêche pas de parler de salaire, d'augmentation de salaire, etc., comme on peut voir dans les grandes entreprises, mais ça permet de ne pas focaliser la question sur des objectifs économiques, des dividendes, parce qu'il n'y a pas que des actionnaires ou que des représentants des actionnaires. Donc on parle en fait de l'entreprise, on parle de l'objet social, environnemental, plus que la question de la rentabilité financière, ce qui change drastiquement finalement le rapport des acteurs à l'entreprise. On parle beaucoup là des actionnaires, de verser des dividendes. Moi, mon expérience d'entrepreneur pendant plus d'une dizaine d'années, c'est que en fait, la question de verser des dividendes, elle se pose pas quand tu as une petite entreprise. En fait, elle est vraiment focalisée autour des grosses entreprises. Et pourtant, en fait, on est, même quand on a une TPE, une PME, on n'est pas que bloqué avec une volonté de bien faire. On se rend compte qu'en fait, on est forcément contraint par la vision du monde du gouvernant, du dirigeant de cette entreprise par rapport à la stratégie, au chemin qui est choisi. Et du coup, permet peut-être de poser cette question aussi, est-ce que, en fait, au-delà même des rapports de force, il n'y a pas une question de vision du monde, de vision des choses qu'une gouvernance partagée permettrait d'apporter? Parce que, typiquement, quand on est, par exemple, dirigeant d'une boîte de 100 personnes qui fait, par exemple, de la collecte de data sur les réseaux sociaux, etc., on n'a pas forcément une vision très, très claire de la personne qui joue, par exemple, ou qui utilise des applications chez qui on collecte les datas, ou même de l'employé qui, tous les jours, va communiquer avec les clients, les fournisseurs. Et est-ce que ça, déjà, rien que là, sans parler même, en fait, d'objectifs, de rentabilité et de rapport, on va dire, aux actionnaires, ce ne serait pas une nécessité absolue? En tout cas, c'est le pari de la participation, hein, de dire que la multiplication des points de vue accouche toujours a plus de chances d'accoucher d'une logique plus modérée et plus sage, globalement, d'une intelligence collective plus sage que si c'est simplement une seule vision qui prime et qui a tout le pouvoir qui est porté en elle. Voilà, après... En tout cas, ça empêcherait, le côté participatif, ça empêche d'exclure une partie des acteurs qu'on peut dire dominés, que ce soit les salariés ou la nature, en les réintégrant dans le processus, dans l'entreprise, finalement, en faisant d'eux de vrais acteurs, ça empêche ces exclusions et donc ça remet un petit peu tout le monde autour de la table. Et j'ajouterais que dans les perspectives de gouvernance partagée du point de vue de l'écologie politique, et quand on parle d'entreprise, il y a aussi, et c'est extrêmement important, la participation des usagers ou des clients, des consommateurs. Et ça, c'est extrêmement important parce que s'il y a bien quelqu'un à qui on ne demande pas vraiment son avis dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, c'est le client. On le perçoit par des études marketing ou par le fait qu'il achète ou pas, mais ces véritables attentes, ces véritables besoins, ils sont pas intégrés de la manière dont ils le seraient si on demandait réellement à des représentants des consommateurs de participer à la fabrique de l'activité économique. Et si on casse un autre mythe, justement, parce que, bon, là, j'imagine déjà que certains auditeurs et auditrices peuvent se dire oui, bon, d'accord, ils sont gentils avec leur gouvernance partagée, mais ça va prendre des centaines d'années, on va jamais réussir à prendre une décision, à se mettre d'accord, etc. Bon, est-ce qu'on peut peut-être casser un peu cette idée de la gouvernance partagée comme étant finalement le fonctionnement d'une assemblée qui doit se décider à l'unanimité ou toujours juste à la majorité? Comment est-ce que en fait, ça fonctionne? Quelles sont les autres manières en fait, de fonctionner avec différentes parties prenantes et qui peuvent aussi s'intégrer dans une logique pas uniquement de très long terme? En fait, partout où ça se passe, et bon, moi j'ai travaillé sur les scopes ou sur les cycles, donc je vois très bien comment ça s'organise. Ça s'organise de manière assez naturelle. Quand il y a des décisions à prendre, même s'il y a beaucoup d'acteurs qui doivent prendre une décision, l'objectif de tout le monde, c'est de prendre une décision. Donc personne n'a intérêt à ce que ça dure des heures, à ce que tout soit reporté éternellement, etc. Donc quand l'objectif premier est de prendre une décision, tout le monde se met autour de la table et les discussions avancent. Bien sûr, ça n'empêche pas qu'il y a des désaccords, etc. Et c'est justement ces désaccords qui vont s'exprimer bien plus que dans une gouvernance verticale. Si vraiment un accord ne peut pas être trouvé,
il peut y avoir un report à une prochaine réunion, ce qui paraît assez logique, mais en général, les décisions se prennent très facilement et à 50, 60, 80, 100 personnes, cela ne pose pas de problème. Si on regarde dans les assemblées générales comment se prennent les décisions, les assemblées générales de citoyens, pas d'actionnaires, mais quand il faut prendre une décision est prise. Donc c'est vraiment un mythe le fait de se dire que si on se met à plusieurs autour de la table avec des intérêts divergents, on va pas arriver à s'entendre et ça va prendre plus de temps. Non, parce que l'objectif premier reste d'avancer et de prendre des décisions pour l'entreprise, donc tout le monde est d'accord avec ça. Et l'habituation du débat et de la participation crée aussi une culture commune dans les structures. Et cette culture commune fait que finalement, après, il y a quand même sur la colonne vertébrale des décisions quelque chose qui est de toute manière commun et donc qui peut avancer très rapidement. Et je voulais rebondir sur ce que tu disais, Marianne, pour donner un exemple concret d'action vraiment très participative et qui a donné des résultats rapides dans un domaine très complexe. C'était celui de la CCC, la Convention citoyenne pour le climat, où on a pris 150 citoyens tirés au sort représentatifs de la population française. On leur demandait de faire 150 propositions pour respecter l'accord de Paris, globalement. Et on a abouti avec des gens qui étaient initialement pas du tout des experts à des préconisations extrêmement fouillées, extrêmement bien construites, bien pensées d'un point de vue systémique justement et pas en silo. Et là on aboutit à quelque chose avec cette fameuse idée qui a pas mal circulé après la CCC, que la plupart des citoyens et citoyennes qui y ont participé disaient qu'avant d'y avoir participé, ils auraient été opposés à 80% des préconisations qu'ils ont ensuite faites eux-mêmes. Donc il y a vraiment un effet presque magique dans la participation qui est de la montée en compétence et de l'intelligence collective qui a quand même des effets puissants et entre autres pour prendre des décisions relativement rapidement, même si on est nombreux. J'avais reçu Grégoire Frati, justement, qui est coprésident des 150, dans une interview, dans une conférence, qui est disponible en replay sur le site du podcast, où il expliquait justement que lui était, par exemple, limite climato-sceptique avant d'assister à la Convention citoyenne pour le climat, et qu'il était assez radical après dans ses préconisations, après les 6 semaines de formation. Si... Marianne, tu voulais dire quelque chose? Non. Pardon. Ok. Si on sort de cet angle et de la logique de la gouvernance, il y avait un autre point que je voulais aborder, qui est quand même un petit peu lié, qui est ce que tu disais tout à l'heure, Guillaume, sur le fait que la logique de la RSE repose en fait sur une vision assez individualiste et d'auto-limitation. Dans le sens où on va laisser en fait l'entreprise fixer elle-même ses limites. Mais au-delà même de la critique que tu as pu émettre sur le fait que ça pose des soucis parce qu'on laisse auto-réguler, mais est-ce qu'on fixe les bonnes contraintes, la bonne formation, etc. Est-ce que en fait ce cadre micro en fait est la bonne échelle pour regarder ou pour penser les choses? Parce que si on fait une analyse un peu caricaturale, mais de la situation avec les limites planétaires, en gros, il y a des ressources qui sont limitées sur Terre. Ces ressources, on peut les allouer à certaines choses et pas forcément à d'autres, qui sont plus prioritaires par rapport à des réponses à des besoins plus fondamentaux que d'autres. Mais ça, en fait, s'il y a pléthore d'acteurs en fait, individualisés, ça nécessite, j'allais dire, une gouvernance aussi partagée, ou en tout cas des relations, le fait de se mettre d'accord sur qui produit quoi, comment, de quelle manière et où. Donc en fait, ça veut dire, en quelque sorte, si je ne dis pas de bêtises, de casser en fait l'idée même de la compétition et du marché concurrentiel. Qu'il puisse y avoir du marché dans un monde contraint, ça, tout le monde est d'accord là-dessus. La question, c'est justement celle du cadre de ces contraintes-là. Voilà, parmi tous les... Ça, on fait de la théorie économique fiction. Donc, il y a plein de gens qui réfléchissent à ces questions-là et certains disent, oui, on peut maintenir du marché et de la concurrence à plein de niveaux parce qu'effectivement, en termes d'allocation de ressources, le marché, ça fait des choses quand même très, très bien. Mais on a aussi besoin de régulation très forte à tout un ensemble de niveaux. Et là, il faut qu'il y ait des superstructures, une gouvernance beaucoup plus large pour réguler à ce niveau-là.
Les politiques, par exemple, de type de quotas, par exemple, mais c'est des outils économiques. Alors, on en pense ce qu'on veut, on peut les construire de manière extrêmement diverse et variée, mais qui permettraient, par exemple, de réguler, finalement, par le consommateur, par la demande, des marchés sur des ressources rares et qu'il faudrait arriver à distribuer de manière équitable. Donc, on n'est pas obligé de faire sauter le marché complètement. Par contre, le réviser, mais de manière extrêmement radicale, la manière dont il fonctionne aujourd'hui, ça c'est une évidence. Le changement climatique étant la plus grosse défaillance de marché qui ait jamais existé, disait je ne sais plus quel grand économiste. Voilà, dans les faits, on ne peut pas en rester à espérer que le marché plus ou moins libre permette de régler le problème du changement climatique et des autres destructions. Alors, on a besoin d'encadrer de manière très forte. Mais je veux dire, je vois pas comment on peut le voir autrement. J'insiste un petit peu parce que les quotas, ça existe déjà. Il y a des quotas carbone, par exemple, et on voit que la manière de réguler par le marché, en tout cas sur les marchés du carbone, l'exemple de Tesla, je pense, est l'exemple le plus symptomatique, avec une entreprise qui ne vit et ne fait des bénéfices que grâce en fait au marché du carbone et la vente en fait de ces crédits carbone qu'elle a des autres constructeurs automobiles. Est-ce que en fait le marché va pas toujours trouver certains points? Oui, on doit pouvoir tout pervertir. Alors, il y a des choses qui sont qui résistent plus ou moins. Quand je parlais de quotas, je pensais plutôt à des quotas carbone individuels. C'était l'idée de type compte carbone individuel auquel je pensais. Ou même pour les entreprises, des quotas carbone incessibles. Déjà, ça change la problématique. C'est ce qu'il faudrait, en fait, des quotas carbone, que ce soit au niveau des entreprises ou individuelles, mais qui ne s'inscrivent pas dans un marché. C'est-à-dire, on a un droit, on va dire, et puis après, si on dépasse ce droit, peut-être une taxe ou je ne sais quel mécanisme, mais en tout cas une interdiction, pas le droit de vendre ou d'acheter des droits. Oui, ou l'augmentation des coûts progressifs sur certaines matières, de l'énergie par exemple, gratuité pour jusqu'à un certain niveau d'utilisation d'énergie, et puis de prix extrêmement progressifs très rapidement au-delà. Voilà, il y a des idées diverses et variées pour conserver du marché tout en mettant de la régulation forte. Il y en a. Après, moi, je suis pas économiste et tout est évidemment discutable. Mais ce dont on aurait besoin, c'est de discuter ça sérieusement. Et le problème, c'est que il y a que dans des podcasts comme celui-ci qu'on met ces gros machins sur la table là. Or, ils devraient clairement être mis sur la table dans le débat public aujourd'hui. Sachant que ce que tu abordes là, le fait de mettre en fait des niveaux de taxation en fonction de la consommation, sont des choses qui existent déjà, notamment sur l'électricité au Vietnam. Moi, j'ai vécu 3 ans au Vietnam, et au début, ça coûte pas très cher, mais très très vite, on se fait rapidement flinguer quand on consomme à partir d'un certain nombre de kilowattheures en électricité. Donc, c'est pas complètement inimaginable de mettre ce genre de système. Mais après, la question, c'est dès qu'on réfléchit à ce genre de normes, rentre en jeu la question du lobbying. Si vous jetez cette idée-là dans un parlement, il va y avoir une attaque extrêmement puissante et extrêmement intelligente par ailleurs, extrêmement active de tous les lobbyistes de tous les secteurs qui vont essayer de trouver le moyen de tirer la chose en sorte soit de la vider de sa substance, soit d'ouvrir des boulevards pour contourner. Et bon voilà. Donc il n'y a pas de solution miracle dès lors qu'il y a des intérêts contradictoires qui vont essayer de la combattre. Ouais, je rebondis là-dessus parce que c'est un petit peu mon sentiment, pour être tout à fait honnête. Aujourd'hui, à force de discuter, d'écouter, de m'enseigner depuis, alors ça fait pas extrêmement longtemps, moi ça fait 5 ans, mais je fais ça à 100%, et où l'impression c'est que, un peu comme ici, en fait, on est en train de réfléchir à des réponses techniques, en fait, d'organisation, etc. Quand, en fait, l'un des nœuds essentiels du problème tient à la volonté des acteurs dominants de la société de ne pas bouger parce qu'en fait, ils y tirent toujours leur intérêt et qu'ils ne souhaitent pas y renoncer. Et comment est-ce que, en fait, la RSE ou pas la RSE, en fait, pourrait nous aider à infléchir en fait ça sans tout brûler? En contraignant. Je pense que sans contrainte, de toute façon, les entreprises ne feront pas
par elles-mêmes, tout simplement parce qu'elles ont leurs intérêts à sauvegarder et qu'elles ne souhaitent pas revenir sur leurs avantages et leurs privilèges, notamment les acteurs des grandes entreprises. Donc du coup, en l'absence de réglementation, ça paraît compliqué à imaginer. Mais qui fait la réglementation ? En fait, le problème, c'est ça aussi, c'est ce que tu abordais, Guillaume, c'est le fait que ces plus grosses entreprises qui aussi font du lobbying, qui finalement sont pieds et mains liés avec la plupart des gens qui créent les lois. Quand on regarde, par exemple, les lois, on pense souvent que c'est les députés qui font les lois. Bon, si on regarde le mandat précédent, il y a une super vidéo qui a été faite par la chaîne Osons Comprendre, qui explique ça très bien, et qui expliquait que je dis le chiffre, je peux me tromper, mais c'est l'ordre de grandeur, quelque chose de l'ordre de 80% en fait, des lois qui sortaient de l'Élysée. Les lois qui ont été votées dans le quinquennat précédent, qui sortaient directement de l'Élysée. Donc on voit bien que c'est vraiment, en tout cas dans le régime français, quelque chose qui est très lié en fait à la personne au pouvoir, j'allais dire presque, qui en tout cas sur ces dernières années a poussé une certaine régulation. Donc si les acteurs qui créent la régulation n'ont pas envie ou ne souhaitent pas mettre en place ces différentes contraintes, comment on fait ? Ah oui, mais là, c'est la question politique au sens la plus radicale, c'est la question du pouvoir. Il y a des intérêts qui sont divergents. Il se trouve qu'un des effets structurels du capitalisme, et plus il se développe, plus ça continue, c'est de créer des clusters de capital et donc de pouvoir. Et donc on se retrouve, les peuples, les populations se retrouvent face à des entités ultra puissantes qui ont des intérêts qui sont potentiellement divergents avec le leur. Et alors comment on fait face à ça ? Mais en général, les réponses consistent à dire qu'il n'y a pas de balle en argent, il n'y a pas une seule possibilité, et il y a la nécessité de faire craqueler ces choses-là par tous les axes. Et la RSE peut en être un. On a besoin si on doit transformer le système dans le sens qu'il aille dans le sens du bien commun et de l'intérêt général, on a besoin de mouvements sociaux, c'est sûr. On a besoin d'hommes et de femmes politiques qui, dans les assemblées, malgré toutes les difficultés, toutes les limitations, portent quand même par la loi et par l'institution le changement. On a besoin qu'à l'intérieur des entreprises, des chargés de RSE ou pas, ou des salariés lambda, essayent de porter la préparation à la transformation de l'intérieur également. On a besoin de conflits ouverts aussi. C'est pas mal de dire qu'il y a des intérêts divergents. Lorsque Total dit oui, mais si vous nous contraignez, ça va être des dizaines de milliers d'emplois qui vont être mis en péril. Oui, c'est vrai. Il faut le regarder en face, ça, et il faut réfléchir ensemble à comment absorber ces problématiques-là. Donc bref, si la question c'est comment faire la révolution, entre guillemets, je pense que la réponse c'est un peu par tous les ports, quoi. En tout cas, on ne sait pas ce qui peut marcher, on ne sait pas quelle brèche va craqueler le plus fort et va permettre à d'autres de s'infiltrer. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de réponse unique. En revanche, un fil directeur qui pour moi est absolument essentiel, c'est la lucidité. En termes d'imaginaire, c'est être conscient du niveau de transformation dont on a besoin et du niveau de transformation collectif dont nos sociétés ont besoin pour rentrer dans les limites planétaires. Si on a cette vision en guide, après les modalités elles peuvent être multiples, à mon sens, mais bon. Je rajouterais peut-être un point sur l'engagement politique, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent au niveau du politique aujourd'hui, alors que ce soit au niveau national ou au niveau régional ou plus local, puisqu'il y a beaucoup de décisions qui sont prises aujourd'hui par les politiques. Et aujourd'hui, si on a des idées, si on a envie de transformer les choses, s'engager en politique, c'est important, parce que ce qu'on peut voir, c'est que parmi les élus aujourd'hui, il y a beaucoup d'immobilisme, parce qu'encore une fois, beaucoup de personnes qui ne se sentent pas concernées par ces problématiques-là. Donc quand on se sent concerné par ces problématiques-là, il faut aller les porter, et donc il faut être candidat à des élections et les porter aussi à ce niveau-là politique. Peut-être une question alors qui n'est pas en lien direct avec ce qu'on était en train de dire, mais peut-être plus toi, Guillaume, sur le fait il faut rentrer par tous les ports, qui se pose souvent, qu'on me pose aussi souvent, à laquelle j'ai assez peu de réponses. Enfin, j'ai
quelques idées, mais qui sont forcément préconçues. Quand on est dans une grosse entreprise, qu'on est un salarié ou même un cadre, pas dirigeant, qui n'a pas accès en fait aux modalités de gouvernance, quand on bosse chez Total, quand on bosse chez L'Oréal, quand on bosse chez Airbus par exemple, est-ce qu'il faut rester à l'intérieur ? Est-ce qu'il faut se quitter ? Que c'est, selon vous, qui avez un regard peut-être un peu plus précis sur les moyens d'action interne, qu'est-ce que... Je parle des grosses entreprises, vraiment multinationales, qui cotées. Non, mais c'est des discussions qui sont récurrentes et c'est un éternel dilemme. Est-ce qu'il vaut mieux être réformiste ou révolutionnaire ? Est-ce qu'il faut transformer les choses de l'intérieur au risque de se faire récupérer ou de déprimer ? Ou est-ce qu'il faut sortir au risque d'être impuissant et de porter des grandes incantations ? Je crois qu'il n'y a pas de réponse. Je crois que ça dépend beaucoup aussi de parcours de vie individuel. Il y a des jours où on se sent réformiste, il y a des jours où on se sent révolutionnaire, où il y a des personnalités qui sont plus portées, qui seront plus efficaces parce qu'il y a d'excellents réformistes. Il y en a qui sont vraiment très très forts pour, au sein des entreprises et même dans des situations extrêmement verrouillées, arriver quand même à faire pousser les idées et à faire avancer des choses. Il faut quand même le dire. Donc là encore, pas de silver bullet, pas de balle en argent. On a besoin de ces différents aspects. Pour moi, encore une fois, ce qui reste l'essentiel, c'est de ne pas tergiverser avec la lucidité. C'est-à-dire que ce que doit porter quelqu'un qui a l'entreprise, un cadre, mais qui n'a pas accès aux décisions souveraines, etc., c'est quand même de porter les débats là où ils font mal. Donc sur la question véritable de savoir est-ce que notre entreprise en elle-même fait le bien ou pas. Enfin, en tout cas, est-ce que notre activité est compatible avec un mode de vie qui nous laisse sous 2 degrés. Voilà, c'est vraiment ces questions dures, même si la réponse est non. Voilà. Après, non, il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de bonne réponse. Si on parle au niveau individuel, c'est une question de personnalité. Et au niveau global, il faut de tout. Moi, ce que je dis, parce qu'effectivement, c'est aussi des questions que se posent souvent les étudiants. Ce que je leur dis, c'est que quand on est dans une entreprise, il faut jamais se taire face à une situation qu'on trouverait anormale. Alors anormale parce qu'il y a de l'injustice sociale, une discrimination, parce qu'on va sur des actions qui sont profondément émettrices, etc. Ne jamais se dire qu'on va révolutionner à nous tout seul quelque chose, parce que ça, la personne ne le fera pas. Mais par contre, le dire, toujours exprimer ses idées, toujours exprimer... Ok, vous mettez en place cette action, je ne peux pas vous empêcher de le faire. Par contre, sachez que sur un plan social, ça pose problème, sur un plan écologique, ça pose problème. Parce que cette question de transition écologique et sociale, c'est aussi un problème culturel. Et donc, infuser les discours, ça a un pouvoir très important, même si on sait, on l'a dit, sans animosité, je le dis, c'est dit, maintenant vous mettez en place votre action, ok. Mais se taire, c'est la pire des choses qu'on peut faire, en fait. Et se taire, c'est être complice. Tout simplement, aujourd'hui, il faut avoir conscience de ça. Pour donner l'exemple très concret qu'on vit, nous, à l'université, au jour le jour, il y a des grands plans, comme dans tous les secteurs, de numérisation. Donc, on a des incitations extrêmement puissantes à numériser toute notre activité, qu'elle soit pédagogique ou administrative. Et je suis intimement convaincu que ça va dans le mauvais sens, qu'on a besoin de se dénumériser pour tout un ensemble de raisons, à la fois sociales et évidemment environnementales. Or, tout pousse à se numériser. On ne peut pas, et seul, c'est très difficile de résister. Et donc, il y a vraiment, comme tu dis, cet enjeu culturel qui me semble très important. À chaque fois, moi ou d'autres collègues qui ont la même perspective, rappel sur les listes de mails qu'on aurait plutôt besoin de dénumériser que de numériser. C'est très dur parce qu'on est assez peu audible, mais on peut espérer que l'un dans l'autre, ça fasse lever des mains. Ça fasse lever des mains, des gens qui n'avaient pas osé le dire, qui disent oui, c'est vrai, moi aussi je trouve que... Et ça, dans des conseils d'administration, alors pas dans tous, mais dans certains groupes, parfois la première parole est surprenamment... libératrice. Voilà. Et la première personne qui parle se rend compte qu'ensuite d'autres personnes dans l'entreprise avaient le même point de vue, ou en tout cas les mêmes réticences, ou sentaient les mêmes blocages, et sont très contents que quelqu'un ait pris la parole pour ensuite pouvoir faire du collectif. Et sur ce enjeu-là, on le dit toujours, le plus important, c'est de ne pas rester seul, c'est de créer du collectif, même à l'intérieur d'une entreprise dans laquelle c'est compliqué. Et tu le disais, tout en gardant cette lucidité, c'est-à-dire pas en se disant oui, bon, voilà, on va essayer de faire un peu mieux, mais en posant le fait qui peut-être
l'activité même ou l'existence même de notre entreprise n'est pas compatible avec les limites planétaires, ce qui veut dire poser la question de la fermeture de cette entreprise. Est-ce que vous avez des exemples, des cas où ça s'est posé? Comment est-ce qu'on aborde ces sujets? Enfin, ça paraît excessivement compliqué de mettre ça sur le tapis, parce que quand c'est des petites choses, j'allais dire, bon, voilà, on se sent, mais quand on travaille, par exemple, on est à Toulouse, dans tout le secteur de l'aéronautique. Alors moi, j'ai plein de potes qui bossent dans le spatial ou l'aéronautique. La spatiale, maintenant, c'est le nouveau truc. Alors, ouais, c'est pas l'aéronautique, donc ça va mieux. Ça reste le spatial, c'est moins émetteur. Mais ça reste quand même, en fait, des secteurs qui ne peuvent pas exister, en fait, si on veut respecter les seuils planétaires. Du coup, comment on met ça sur le tapis? Justement, typiquement à Toulouse, il y a eu post-Covid tout un groupe au sein de l'aéro qui s'est monté. Alors ça a changé de nom, ça a été le collectif ICAR, puis c'est devenu le PAD, Pensons l'aéronautique pour demain, où des salariés de l'aéro se sont mis ensemble pour essayer de faire un rapport de redirection justement de l'activité aéronautique. Alors à l'intérieur des réflexions, il y avait des choses comme rediriger un certain nombre de savoir-faire vers le rail, des choses comme ça. Donc voilà, ça peut exister. Il y a des exemples concrets. Alors c'est pas monté jusqu'à, en tout cas pour l'instant, la direction, ça n'est pas forcément saisi. Mais en tout cas, il peut y avoir par les salariés eux-mêmes, par les acteurs eux-mêmes du secteur, des réflexions d'envergure sur des redirections, alors des fermetures ou des redirections. Et comment est-ce qu'on est armé face aux autres personnes qui, en interne, par exemple, je prends encore le sujet de l'aéro parce que c'est une classique, vont nous dire non mais attends, t'inquiète, l'avion à hydrogène, l'avion électrique, c'est les solutions techniques, etc. Parce qu'on est quand même dans ce mythe du progrès technique et du technosolutionnisme qui fait que derrière, en fait, on a beau dire regarde, on va dans le mur et c'est intenable, on va toujours nous contrecarrer les arguments du non mais t'inquiète, on va trouver une solution technique. Ah, ça, c'est l'aspect culturel qu'abordait Marianne tout à l'heure. Dans l'introduction de l'ouvrage Greenwashing, je disais tout à l'heure qu'on soulignait plusieurs mécanismes producteurs de greenwashing. Il y avait la pensée en silo que j'ai abordé tout à l'heure. Un deuxième extrêmement puissant, c'est le technosolutionnisme. C'est l'idée, comme tu viens très bien de le dire, que tous nos problèmes ont une solution technique et que ne vous inquiétez pas, on peut continuer à garder des modes de vie extrêmement polluants puisque, par miracle, messie technologique va nous permettre de décarboner ou de désinsecticider, tout ça. Mais il n'y a rien d'autre à répondre que c'est un pari extrêmement dangereux. Voilà, c'est un pari. C'est un pari. Or, comme l'échec n'est pas une solution possible face à la catastrophe environnementale, c'est le pari le plus dangereux que puisse réaliser l'humanité. Simplement compter sur l'avion électrique ou n'importe quelle solution technologique miracle. Voilà, et puis c'est passablement irrationnel. Dans une civilisation qui se targue d'être le sommet de la raison et de la rationalité, compter sur je reprends une formule qui est souvent employée, mais espérer inventer un parachute après avoir sauté de la falaise, c'est quand même quelque chose qui n'est pas particulièrement rationnel. Ouais, c'est une belle métaphore. Est-ce que, Marianne, tu voudrais rajouter quelque chose à ce que dit Guillaume ? Non, je pense que c'est assez complet. C'est vrai que le solutionnisme, c'est un problème. Et c'est un problème qui rejoint la question du modèle économique, parce que parler de solutionnisme, c'est aussi parler de relance de l'économie, trouver de nouveaux marchés porteurs qui permettent aux entreprises de faire des profits. Donc on est encore dans ce mythe-là, en fait, croissantiste avec la question du solutionnisme, et ça encourage surtout l'immobilisme. Donc aujourd'hui, même si on peut espérer que la technologie permettra de sauver quelques éléments, aujourd'hui on peut pas compter là-dessus. En tout cas, c'est pas comme ça qu'il faut penser et réfléchir. Quand on est en entreprise aujourd'hui, qu'on est conscient de tout ça, qu'on est passablement dépressif face à cette situation, quelles actions on peut mettre en place au sein de notre entreprise pour permettre déjà peut-être un éveil des consciences, une acculturation par rapport à toute cette mythologie et ces croyances? Comment est-ce que, est-ce que vous avez des idées de choses à mettre en place ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de ne pas rester seul, c'est important. Donc essayer de trouver des moments d'expression de ces sujets-là
entre collègues dans l'entreprise, c'est quelque chose qui est crucial. Ça a été pour les salariés de l'aéro dont je parlais tout à l'heure quelque chose de vraiment extrêmement psychologiquement très important, de pouvoir discuter avec d'autres collègues vraiment de l'intérieur et pas avec des donneurs de leçons de l'extérieur, mais vraiment avec des gens avec qui on partage vraiment la même vie, de pouvoir discuter de tout ça. Donc ça c'est crucial. Donc l'organisation de conférences, débats, d'ateliers, etc., dans la mesure du possible, c'est quelque chose qui peut être utile. Alors évidemment on dira toujours oui, mais il va y avoir une forme de récupération, la direction de l'entreprise va communiquer sur le fait qu'elle réfléchit sérieusement à cet enjeu-là, mais à la limite tout est récupérable. Donc on peut pas non plus ne rien faire sous prétexte que ce sera récupéré, et c'est salvateur sur le plan psychologique pour les individus. Ça c'est une certitude. Juste pour dire que on est confronté là, en tant que co-auteur de l'ouvrage Greenwashing, à cette question-là, puisqu'on reçoit des invitations qui nous paraissent nous assez improbables, par exemple Natixis, voilà, qui nous demande de venir parler de greenwashing. Donc avec on est très clair sur le discours qu'on tient. Voilà, c'est un discours de décroissance énergétique et matérielle. On pense que le secteur financier tel qu'il existe est un problème majeur. Voilà, donc c'est ça que si on y va, qu'on va leur dire. On a des entreprises automobiles aussi qui nous invitent à venir parler de ces sujets-là, pour dire que tout est verrouillé, mais en même temps c'est quand même, il me semble, très important pour les salariés, aussi pour qu'ils se reconnaissent entre eux, etc., d'avoir ces moments-là de discussion dans ces entreprises-là. Génial. Pour finir, est-ce que peut-être vous avez une recommandation ou deux de livres, podcasts, conférences qui vous ont marqué, que vous souhaiteriez partager ? Oui, moi, on a parlé à plusieurs reprises de redirection ou de fermeture, donc je peux que conseiller l'ouvrage Héritage et fermeture des collègues de l'ESC Clermont, qui documentent assez bien ces questions, cette nécessité d'anticiper la redirection de notre économie, parce que la situation écologique aujourd'hui va nous contraindre tôt ou tard à le faire. Donc en fait, le mieux, ça serait qu'on le planifie et qu'on le programme pour éviter justement une catastrophe sociale, hein, parce que on sait très bien que quand il y a des fermetures, ce que les entreprises ont toujours fait, faire des fermetures d'entreprises, c'est pas nouveau, et les entreprises n'ont pas attendu la crise écologique pour fermer, hein, puisque je rappelle qu'on n'a plus trop d'industrie en France, tout a été délocalisé. Donc fermer les entreprises, on sait le faire. Par contre, fermer les entreprises en prenant en compte les salariés, ça c'est une chose qu'il faudrait qu'on apprenne à faire. Et la crise écologique aujourd'hui, on le sait qu'on va devoir fermer des secteurs, donc il faut planifier ces fermetures pour éviter qu'il y ait une crise sociale à l'avenir, puisque on n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai qu'il ne faut pas penser l'écologie sans le social, hein, puisque les salariés doivent se saisir aussi de la question écologique, puisqu'ils sont autant concernés que tous les autres. Sur la redirection écologique, j'ai reçu à la fois Alexandre Monin, Emmanuel Bonnet et Jérôme Cuny, qui a fait le master à l'ESC Clermont et qui a un bon bagage aussi sur ces questions-là. Donc 3 interviews qu'on peut aller voir sur le podcast pour creuser un petit peu si on a la flemme de lire l'ouvrage directement. Et moi, du coup, en termes de conseils, toujours dans la perspective de la lucidité et de comprendre comment on en est arrivé là, et donc peut-être quelles sont éventuellement les pistes de sortie, c'est l'ouvrage classique des historiens Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, l'événement Anthropocène, qui montre un petit peu comment on est entré dans cet Anthropocène, donc dans cette modèle de société qui produit une fuite en avant des activités productives permanentes. Et pour ceux qui n'aiment pas lire, donc il y a une déclinaison sous forme de documentaire qui est disponible. C'est un documentaire Arte qui s'appelle L'homme a mangé la terre, et qui est du coup la déclinaison de l'ouvrage sous forme d'un documentaire qui est excellent, que je travaille avec les étudiants et qui marche toujours très bien. Génial, merci infiniment à vous deux. Merci. Et puis je vous dis à très bientôt.